Stage Press, en bref. Une émission produite par le Centre d'excellence de l'Université Ohio State. Aujourd'hui, je vous présente La disparition de Joseph Mengele, un roman de l'écrivain et journaliste français Olivier Guez. Publié en 2017 par Grasset, ce roman biographique a remporté le prix Renaudot la même année. Dès le début du roman, l'auteur nous plonge dans le monde de Joseph Mengele, l'ange de la mort, le fameux docteur d'Auschwitz, qui arrive en Argentine après avoir échappé aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire de Mengele commence en juin 1949, lorsqu'il gagne le sanctuaire argentin sous le pseudonyme Helmut Gregor. Il arrive au port avec seulement une valise qui cache ses échantillons et ses notes, le reste de ses expériences à Auschwitz. Mengele doit construire une nouvelle vie, sans rien pour l'aider. En 1949, l'Argentine est sous le contrôle de Juan Perón. Son ascension au pouvoir ne pouvait pas être plus parfaite pour les nazis. Perón ouvre les portes de l'Argentine à des milliers de nazis, ingénieurs, soldats, médecins et scientifiques. Pour lui, les criminels de guerre allemands sont exactement ceux dont il a besoin pour transformer son pays en superpuissance. C'est l'environnement parfait pour Mengele, qui a besoin de cacher sa vraie identité et de connecter avec une communauté de nazis. Dans le roman, Olivier Guez nous rappelle que dans le Troisième Reich, le meurtre était une entreprise d'État. Les hommes qui avaient été complices de la tentative de Hitler pour purifier la race et perfectionner la race humaine considèrent leurs actions comme un devoir patriotique. Mengele et son groupe d'amis nazis en Argentine vivent sans remords ni regrets au sujet de ce qu'ils ont vu et fait pendant que Hitler était au pouvoir. Ils sont tellement loyaux à l'égard de leur ancien régime qu'ils sont certains que les témoignages de juifs sont de gros mensonges et qu'ils doivent être désavoués publiquement. Ce qui est le plus choquant dans cette revendication est le fait que ces hommes avaient été témoins et avaient participé aux horreurs qu'eux et leur peuple avaient infligées aux autres, en particulier aux Juifs. Le lecteur est amené à réfléchir sur la façon dont ces nazis de haut rang peuvent être si déterminés à nier et à contredire les revendications qu'ils savent être vraies. L'auteur nous donne l'opportunité d'entrer dans les conversations privées et même les têtes de ces nazis, afin de vraiment comprendre à quel point ils étaient incapables de sentir de l'empathie et du regret pour leurs victimes. Même vers la fin de sa vie, le personnage de Mengele n'exprime jamais de regret pour ses actions à Auschwitz. Il est complètement convaincu que ces actions étaient nécessaires pour l'amélioration génétique de l'espèce humaine et la gloire de l'Allemagne. Il n'abandonne jamais l'espoir qu'un jour, les idéologies nazies deviendront la réalité et passe le reste de sa vie à songer au monde qui aurait pu exister si les Allemands avaient gagné face aux Alliés. La disparition de Joseph Mengele nous permet d'entrer dans le monde du docteur et d'envisager la réalité qu'une vie où on risque d'être capturé à tout moment et forcé à faire face à ses actions. En tant que lecteur, nous observons la manière dont la capture et la torture de son ami, Adolf Eichmann, par le Mossad, mettent fin à l'illusion de la paix, de sécurité, de bonheur de Mengele en Argentine. Au fil des ans, il sombre lentement dans la folie. La paranoïa d'être découvert et capturé ruine sa vie. Il se rend fou en faisant tout ce qu'il peut pour se cacher de ses persécuteurs. Adopte des chiens, achète des pistolets, ne dort pas et passe sa dernière année isolé du monde au Brésil. Mengele est seul, abandonné par tous ceux qu'il aimait, vivant dans des conditions abominables et incapable de construire des relations positives et durables en raison de la profonde colère et de la tristesse qui le rongent.
Après son succès à Auschwitz et sa belle vie avec une famille en Argentine, il souffre enfin des conséquences de ces milliers de meurtres et de ces expériences abominables. Nous, lecteurs, observons comment la peur de Mengele d'être démasqué prend le contrôle de sa vie. Même ses rêves sont infiltrés par ses victimes, qui le trouvent et le tuent avec joie. Ce qui est le plus intéressant dans ses rêves, c'est le fait que Mengele est obligé de les affronter, de les regarder en face. À ce moment, c'est Mengele qui devient leur victime. C'est lui qui les supplie de ne pas l'assassiner. Dans son rêve, les rôles sont échangés. On pourrait presque interpréter cela comme l'auteur créant ce qui peut être perçu comme un moment de regret, ou à tout le moins, un moment où Mengele est tenté par ses actions passées. Dans sa vieillesse, il a peut-être inconsciemment trouvé du regret dans son cœur, bien qu'Olivier Guez ne le dise jamais directement. Le regret est un grand thème de ce roman. Pour le fils biologique de Mengele, Rolf, savoir que son père regrette même une de ses actions pourrait le rendre humain. Mais le docteur prouve l'inverse. Son âme ne peut pas être sauvée. Les journaux le décrivent comme l'ange de la mort, une bête cruelle. Des descriptions que Rolf se trouve incapable de contredire, car son père ne montre jamais aucun regret pour tout ce qu'il a fait à Auschwitz. Il semble que pour Rolf, savoir que son père éprouve un peu de remords pour ses crimes pourrait servir de conséquence et lui permettrait de pouvoir considérer son père comme un homme, un être humain, qui a commis des erreurs dans son passé, mais qui s'est rendu compte du mal qu'il a fait et a changé ses croyances. Olivier Guez réussit à utiliser son talent pour nous faire affronter la réalité terrifiante de l'histoire. L'absence de sanctions pour des milliers d'hommes qui ont détruit l'humanité de millions d'autres. Guez ferme le roman en disant que tous les 2 ou 3 générations, lorsque la mémoire s'étiole et que les derniers témoins des massacres précédents disparaissent, la raison s'éclipse et les hommes reviennent propager le mal. Méfiance. L'homme est une créature malléable. Il faut se méfier des hommes. Enfin, Mengele meurt libre et vit une longue vie. Peut-être qu'il était misérable vers la fin, mais il n'a jamais souffert des conséquences de ses actions. Guez nous force à nous confronter au fait que l'humanité a, d'une certaine manière, échoué après l'Holocauste. Nous avons laissé certains des hommes les plus horribles du Troisième Reich échapper à la justice et vivre une vie libre, sans jamais être emprisonnés ou apparaître devant un tribunal. Plus important encore, Guez nous rappelle que, bien que l'Holocauste appartienne à notre passé et que Mengele et ses amis soient morts, nous devons demeurer extrêmement prudents pour ne jamais laisser de tels événements se reproduire. Il nous met en garde. Il faut rester vigilant, ne pas se sentir trop à l'aise, car nous ne serons jamais complètement à l'abri d'un autre massacre. Il est dans la nature humaine d'oublier, ce qui présente toujours le danger d'une répétition de nos actions les plus impardonnables. L'aspect réaliste de la disparition de Joseph Mengele est ce qui le rend provocateur. Ce roman révèle de manière ouverte les horreurs commises par les nazis, tout en montrant au lecteur que certaines personnes ne changent jamais. Certains sont capables de mourir sans remords pour les vies innocentes qu'ils ont prises, comme c'est le cas du docteur Joseph Mengele. Toute l'équipe de French Press vous remercie d'avoir regardé cette chronique et vous invite à revenir bientôt pour de nouveaux épisodes de French Press en bref.